Compagnons de l'Ordre, épisode 5. Nos 6 héros enfin réunis viennent de rencontrer le grand maître de la guilde, Rubert le Colosse. Après quelques goinfreries et une tentative de vol complètement ratée, nos aventuriers attendent de visiter les lieux. La douce voix d'Aurore, qu'ils n'avaient pas entendu entrer, les fit sursauter. « Si vous le voulez bien, je vais vous faire visiter la guilde en attendant Étienne, le documentaliste en chef. »« C'est toujours le documentaliste qui confie les missions, s'étonna Wally. » C'est qu'il n'est pas seulement documentaliste, en fait il fait partie du comité des grands. Il se réunit une fois par semaine pour veiller au bon fonctionnement général de la guilde. Au cours de ces assemblées, chacun des 10 membres peut proposer des quêtes ou des missions de son choix. Le petit groupe pénétra dans une immense pièce circulaire aux lourds murs de pierre, dont les hauts plafonds en dôme étaient supportés par des piliers sculptés, reliés entre eux par des vitraux aux personnages auréolés de gloire. Face au groupe, 2 larges escaliers aux marches couvertes d'un tapis rouge montaient le long des murs jusqu'à un étage dont les balcons à encorbellement surplombaient la pièce. Aurore guida son groupe devant une alcôve voûtée où une lueur verte, parcourue d'éclairs, s'élevait d'un socle de granit. Cet endroit s'appelle le socle d'expérience. Lorsque vous aurez des XP disponibles, vous pourrez venir ici débloquer vos nouvelles compétences. À l'opposé, vous apercevrez la même alcôve, mais en bleu, c'est le téléporteur de la guilde. Au cœur de la pièce trônait un disque de pierre, sorte de grosse table monolithique, dont le dessus représentait une carte complète du plan du milieu, en relief et constellée de points rouges. Un étrange levier gainé de cuir et 2 molettes d'airain polies par les multiples utilisations attirèrent l'attention des nains. « Voici la table des quêtes, leur indiqua Aurore. Vous apprendrez à vous en servir ultérieurement. Ce hall d'accueil, aussi appelé salle des quêtes, est le point le plus important de la guilde, vous y viendrez souvent. » Le calme monastique ainsi que l'odeur d'encens, de vieilles pierres et de boiseries cirées incitaient au silence. Le groupe visita une partie du vaste domaine, découvrant les dortoirs des apprentis, le magasin d'armes, celui d'équipement, un autre d'objets magiques, ainsi qu'une impressionnante bibliothèque dont il fallut extraire Wally et Aurore de force. Après avoir visité les cours et les parcs, les aventuriers aboutirent au réfectoire, où installés devant un bon repas, ils purent s'interroger sur la suite des événements. « Comment est-ce que vous pouvez encore arriver à manger après la montagne de petits fours que vous avez ingurgité, s'étonna Wally. Bah comme ça, tiens, repasse-moi le poulet. Ouais, il a raison, je vais reprendre des patates à la graisse. Aurore, à ce régime-là, tu vas finir gros comme un ogre. En plus, les apprentis à capuchon nous regardent de travers. Si c'est que ça, je peux aussi bien reposer les patates et manger un apprenti à capuchon. Ils sont pas bien gros. Je me ferai une tartine avec ça, décréta le troll, en brandissant 2 miches de pain de 6 livres. Un pichet pour moi, réclama Lougar la bouche pleine, en mordant à pleines dents dans un saucisson entier. Et Oliel, qui très à cheval sur la diététique grignotait quelques légumes sans sauce, fronça les sourcils en regardant Wally se resservir une pleine louche de crème dessert. C'est dommage, hein, tu seras bien moins joli avec des grosses fesses. Sans parler des bourrelets qui pendouilleront par-dessus ta ceinture et un gros double menton bien gras. C'est une tragédie qui se joue devant moi, conclut-elle de façon exagérée. Je ne peux pas laisser faire ça. À ces mots, l'elfe sortit un sachet de toile de son petit sac et en envoya une pincée au-dessus de la table. Les visages de ses compagnons devinrent d'un joli vert olive et ils repoussèrent précipitamment toute nourriture dont ils avaient pourtant bien l'intention de se goinfrer. C'est Aurore, qui, incapable de comprendre un tel geste, fut le premier à réagir. « Mais qu'est-ce que t'as fait? On faisait rien de mal, on mange! Vous avez ingurgité chacun en une journée l'équivalent d'une semaine de nourriture d'un individu normalement constitué. » Ah, se lamenta Aurore en se pliant en deux. « Si j'étais pas malade, c'est toi que je boufferais, et avec des pommes en plus. »« Oh, grossier personnage !» se cria Éoliel en pouffant de rire. « Je connais la chansonnette, je te signale. Allez, arrête de grognonner, dans 2 minutes tu te sentiras en super forme et léger comme une plume. »« Debout, bande de goinfres, il y a la pintade qui nous fait signe là-bas. » C'est une pure équipe de traînes savates qui rejoignit la ravissante hôtesse de la guilde et la suivirent, plutôt vasouillard, vers le bureau où les attendait Étienne Grigaillard. Ce dernier se tenait raide comme un piquet derrière son bureau. Il les laissa s'installer et en profita pour les inspecter en détail sans un mot. Enfin une équipe qui a l'air de tenir debout, pensa-t-il. Depuis le temps que je me colle des gugus par-6 pour en faire des groupes mal ficelés, je commençais à désespérer. En plus, Rubert t'a parlé du fluo-tréal. Si c'est vrai, cette fois c'est vraiment un signe du destin. Ce foutu piaf m'aura finalement servi sans le savoir. Bonjour, bonjour, les accueillit-il faussement cordial. Vous êtes bien au complet?
Oui, oui, répondit joyeusement l'elfe. Nous sommes là, tous les 6. 6 seront réunis, 6 seront envoyés, se récita le documentaliste en chef. 6 perdront corps et âme, et 6 terrasseront les hordes infâmes. 6 triompheront de la bête à 6 têtes, et 6 seront éparpillés. Je comprends maintenant pourquoi cette prophétie ne commence par 6 seront envoyés. C'est la 6e équipe, en fait. C'est un signe. Je n'ai même plus de nouvelles des 4 précédentes. Et ça m'étonnerait que les 6 crétins de paladins que j'ai lancés la semaine dernière parviennent à quelque chose. Bon, je veux que cela y arrive. S'il le faut, je les boosterai. Bon, pour votre première aventure, je vous ai préparé une quête facile, qui va vous permettre d'acquérir de l'expérience indispensable aux missions suivantes. Mais avant tout, vous avez choisi un chef? Tant que c'est pas moi, ça peut bien être n'importe qui, songe à Lougar. Bah, pas vraiment, bredouilla Wally mal à l'aise. Eh bien, pour l'instant, disons que ce sera vous, décida le fonctionnaire, pour couper court à une interminable délibération, avant de lui tendre une carte griffonnée sur un parchemin défraîchi. Cette carte indique l'endroit où vous trouverez un vieil ermite qui vous donnera des renseignements sur une pierre magique. C'est une orbe qui n'a qu'un pouvoir sans réel intérêt, mais qu'une aventurière a égaré lors d'un déplacement. M'en fous, il m'a empêché de manger, je boude, chonna Roar en lui-même. Retrouvez cette pierre, poursuivit Étienne. Elle est toute ronde, grise, et somme toute assez banale. Employant un air conspirateur, le sombre personnage se pencha vers les peut-être futurs héros et leur parla à mi-voix. Très exceptionnellement, leur chuchota-t-il, je vous ai octroyé à tous 2 points de destin. La pierre que je vous envoie chercher est le contrepoids d'un mécanisme d'une balance décorative, à laquelle le grand maître tient particulièrement. Reprenant sa voix normale, il les guida vers une petite porte. Dans cette pièce, vous trouverez quelques équipements de base qui vous seront bien utiles. Je vous souhaite bonne chance, les amis. Revenez-nous victorieux. Ah, j'oubliais, reprit-il en fouillant dans l'un des tiroirs de son luxueux bureau. Le grand maître m'a donné quelques parchemins magiques pour vous. En cas de besoin, il vous suffit de les lire. Faites-en bon usage, ils ne peuvent servir qu'une fois. La petite porte claqua sur nos amis, dont l'intention était déjà totalement focalisée sur les 6 tas d'équipements rigoureusement identiques. Eh ben, ça démarre plutôt pas mal, commenta Lougar en s'asseyant par terre devant son pactage. Alors, voyons voir. Un sac à dos, une couverture, une petite marmite, une chope, une cape de voyage, un couteau avec un manche en bois, des sandwichs, une pierre à feu, 2 bougies, une gourde pleine. La déception se lut soudain sur son visage. Une gourde pleine d'eau, conclut-il, ça commence pas si bien finalement. L'anain était déjà équipé et prêt pour le départ. Roar regardait, l'air désemparé, tout cet équipement bien trop petit pour lui. Pour moi, ça fait une sorte de sacoche, constata-t-il dépité. Enfin, c'est pas grave, j'ai mes épées. Wally, qui avait fourré l'intégralité de ses cadeaux dans son sac à condensation, posa gentiment la main sur le puissant avant-bras du troll. Bah, t'inquiète pas, on aura vite gagné de quoi te payer un équipement à ta taille. Une fois qu'on forme une équipe de la guilde, on partage tout, aussi bien l'expérience que les équipements. Et puis, c'est super, on part à l'aventure, renchérit Oliel, en le regardant avec ses yeux à faire fondre un iceberg. Roar, dont le cœur était aussi tendre que sa peau était dure, se laissa bien entendu attendrir, et suivit le groupe vers la porte sur laquelle était écrit « L'aventure, c'est par là ». Le troll y partit d'ailleurs avec tellement d'entrain qu'il en oublia de se baisser pour franchir la sortie et pulvérisa de sa grosse tête l'écriteau dont il ne resta que « là » et « là ». Cette pancarte, qui y est toujours, suscite la curiosité de tous ceux qui passent par là et se demandent ce que cet insolite « là » peut bien vouloir dire. Nos 6 aventuriers franchirent donc l'enceinte de la guilde par la petite porte et débouchèrent sur une place étroite. De leurs échoppes, des bonimenteurs essayaient de leur mieux d'arnaquer les aventuriers en herbe, sous le regard débonnaire des impressionnantes sentinelles de la guilde. « Ne partez pas la musette plate !» hurlait une femme plantureuse en brandissant des poignées de saucisses sèches. « La saucissette à Lucette se conserve pendant 1 an !» Roar, dont l'odorat était fort développé, ne put résister à la tentation, et malgré les protestations de l'elfe, partit se planter devant la femme qui faisait tressauter sa gigantesque poitrine en braillant de plus belle. « Ah, que voilà un bel aventurier! Et costaud avec ça! Avec la saucissette à Lucette, plus besoin de se prendre la tête! Allez mon gars, un gaillard comme toi, je t'en fais 50 pour le prix de 30 et inversement !» Avant que quiconque n'ait eu le temps de protester, Roar payait et brandissait, tout fier de lui, le volumineux paquet de charcuterie. Après en avoir fourré une dizaine dans sa gueule à vide, le troll en envoya une à chaque nain, ainsi qu'à Lougar. À peine les 4 mâles avaient-ils mâchouillé leurs sauciflards raides comme des tiges de bottes, qu'un incoercible besoin d'en manger encore les fit se précipiter devant la cabane de bois, où la dite Lucette les reçut à décolleté ouvert. Wally se passa la main sur le front avec lassitude. « Eh ben, on est bien parti avec ça. La saucissette à Lucette, pour être plus fort que les grosses bêtes !» tonitruait la vendeuse en s'empressant de refermer la boutique dès le départ des gloutons, dont les sacs, poches, musettes et fourreaux débordaient de saucisses sèches. Et Oliel, les poings sur les hanches, attendait en tapant du pied les 4 bénets,
qui mirent quelques minutes à réaliser qu'ils venaient de dépenser la totalité de leurs pièces dans l'achat de 2733 saucisses. Le groupe passa piteusement devant les autres échoppes, où les maigres économies des filles furent dépensées en potions de soins des blessures. Les kilomètres qui suivirent se firent dans un silence gêné, à peine ponctué par le bruit des mâchoires du troll, essayant en vain de manger discrètement les succulents bâtonnets de cochonaille. Le jour marquait son déclin lorsque le groupe atteignit le premier carrefour. Au bord d'une forêt dont les grands arbres avaient étouffé les broussailles, 3 choix s'offraient aux voyageurs. Nord, Est et Ouest. La carte indique le nord, déclara Lougar, qui l'étudiait depuis un moment. Mais j'aperçois une pancarte à l'Est, on devrait y jeter un coup d'œil, non? Si on doit se rendre au nord, c'est peut-être pas bien la peine d'aller à l'Est, suggéra Baclor. Je suis allé lire le panneau, leur cria Wally en revenant vers eux. Dessus, c'est écrit « Chemin pour aventurier niveau 1, XP facile, objet magique garanti ». Et vous comptez sûrement attaquer les monstres avec des saucisses, ironisa Éoliel. Ouais, ça va, répondirent en chœur les nains honteux de s'être laissés arnaquer par une vendeuse de charcuterie enchantée. Ça nous donne une chance de nous refaire, proposa le troll entre deux bouchées. Tout le monde a l'air d'accord, alors on a qu'à y aller. C'est un peu flippant quand même, vous trouvez pas? Alors on a qu'à faire attention, répondit Roar en dégainant une de ses épées courtes. Moi j'ai pas peur, je passe devant. Les nains lui emboîtèrent le pas, scrutant la végétation sur les côtés du chemin le plus loin possible. Wally dut rejoindre en courant Éoliel qui s'était déjà enfoncé dans les sous-bois et tortillait une liane pour en prélever les fibres. Hé, tu vas te perdre si tu commences déjà la cueillette, c'est pas le moment je crois. Les deux filles rattrapèrent le groupe en papotant et fermèrent la marche. Le chemin sablonneux qui serpentait entre les troncs d'arbres majestueux contournait un amas rocheux de quelques mètres de haut. C'est après l'avoir dépassé que Roar aperçut une tombe, à demi ensevelie par la végétation, d'où dépassait une planche de bois délavée sur laquelle était écrit « Ici repose Ruby le Lest, voleur de niveau 8 dévoré par un nénuphar. » Mais ça n'existe pas un nénuphar carnivore, protesta Éoliel. C'est sûrement un nénupharnivore. C'est pas parce que vous avez pas été présenté que ça n'existe pas, riposta Wally en redressant l'écriteau. Lougar scruta les sous-bois d'un air soucieux. C'est pas tellement ça qui m'inquiète, y a rien qui vous choque? Mais niveau 8? Un niveau 8 s'est fait bouffer ici même, je voudrais pas dire, mais... Ouais, il a raison, confirma Baclor en passant la courroie de sage de guerre autour de son poignet. Ça a dû venir de là-bas, déclara-t-il en désignant du bout de son arme un petit étang à l'apparence tranquille. On ferait bien d'avancer et de rester sur nos gardes. Le petit groupe mal assuré continua sa progression, l'œil aux aguets et l'arme au poing. C'est Stirlord cette fois qui repéra la seconde sépulture. Non loin devant eux s'élevait en effet un petit tertre recouvert de pierres d'où dépassait une imposante épée rouillée à la lame cassée, surmontée d'un casque complètement aplati. L'épitaphe était gravée sur un morceau d'armure éventrée. Si J, rang point d'acier, barbare de niveau 11. Sa dernière phrase fut « Le golem là, je me le défonce ». Niveau 11 ? Un golem ? Cette fois, on va carrément décéder, décréta Stirlord en déglutissant péniblement. File-moi donc une saucisse, que je meurs pas le ventre vide. C'est quoi cette arnaque ? Protesta Baclor. C'était marqué niveau 1. Faut se tirer en vitesse, on fait demi-tour, décida Wally, pâle comme une endive. À cet instant, un silence des plus inquiétants sembla noyer la forêt, juste avant qu'un épouvantable bruit de succion ne leur glace le sang. Du petit étang tranquille émergea une tige poisseuse, d'où pendaient des radicelles boueuses qui semblaient s'agiter frénétiquement. La vivante horreur, qui se dirigeait ostensiblement vers les aventuriers, était reliée à un innocent nénuphar dont la fleur, délicatement posée sur sa feuille ronde, suivait la dégoulinante aberration. Les 6 aventuriers firent volte-face, bien décidés à prendre la fuite, lorsque l'amas rocheux qu'ils venaient de dépasser commença à trembler. « Oh non, c'est un golem !» s'écria Wally. « Essayez d'occuper la plante, je vais tenter quelque chose !» Roar fit à nouveau demi-tour et se planta au milieu du chemin, solidement campé sur ses jambes. Les jumeaux, bien décidés à ne pas rester inactifs au moment de la chasse au XP, s'élancèrent sans attendre et attaquèrent la tige ondulante aussi grosse qu'un jeune arbre. Les petites racines qui couvraient la surface du tentacule gluant s'accrochèrent à eux comme des fleurs de bardane. Stirlord, déjà suspendu dans les airs par la barbe et un bras, tailladait de son mieux la vivante tige en hurlant à plein poumon. Baclor, répondant à cet appel, se précipita au secours de son frère et attaqua de toutes ses forces la vivante horreur, entaillant profondément la tige de sa hache parfaitement aiguisée. Malheureusement pour lui, le végétal infernal était couvert de poils urticants, gorgé d'acide formique, d'histamine, ainsi que de pas mal d'autres saletés se terminant par in. Ces maudites pointes acérées, enduites de silice, pénétrèrent la chair du malheureux nain, dont la peau ne tarda pas à se couvrir de brûlures. Malgré une douleur insoutenable, le valeureux guerrier se battit comme un lion pour sauver son frère, avant de s'écrouler aux pieds de Roar qui avait chargé comme un démon. Les poils empoisonnés de la fleur infernale se révélèrent inefficaces face à l'épaisseur du cuir couvrant le troll. Les radicelles en crochet ne trouvèrent aucune prise sur ce corps lisse qui se démenait avec ardeur et dardait la tige de coups puissants. Dans un fracas de branches brisées, le monstre végétal s'arqua et enserra Roar,
projetant par la même occasion le pauvre Stirlord, dont le corps percuta le tronc d'un chêne à pleine vitesse. De l'autre côté du champ de bataille désespérant, la voix paniquée de Wally perça un moment le vacarme. « Lougar, viens m'aider !» hurla-t-elle. Le nécromant, dont le niveau 2 ne permettait de susciter que des animaux morts de la taille d'un mulot maigrichon, était en train de tenter un sort de projection d'objet. Il termina son incantation, qui eut pour effet d'envoyer sur la plante assassine une volée de gravillons, de petits morceaux de bois ainsi que quelques feuilles d'arbre. Wally, à genoux, prononçait une formule compliquée, sans quitter du regard un golem de 6 mètres de haut qui s'approchait d'elle, très lentement, faisant trembler le sol à chaque pas. « Tente quelque chose avec les parchemins de machin !» hurla-t-elle à bout de souffle, la sueur ruisselant sur son front. « Dis à Éoliel de faire diversion en courant autour de la plante !» La jeune femme se concentra à nouveau de toutes ses forces sur son sort d'invocation. Ses grands yeux enfin débarrassés de la peur panique qui s'était emparée d'elle un moment plus tôt, elle joignit l'extrémité de ses 10 doigts, paumes écartées, et amena les 2 index jusqu'à toucher son front. La mèche vagabonde qui s'y trouvait fut doucement déplacée par un vent magique. Devant elle, une onde de choc, semblant jaillir du creux de ses mains, percuta le sol, soulevant un petit nuage de poussière qui resta un moment en suspension. L'étrange nuée tourbillonnante attira à elle une quantité de cailloux et de gros grains de sable, qui se fondirent les uns dans les autres, alors que l'aspiration décrivait un petit cratère sous l'amalgame en mouvement. Lorsque Wally, épuisé par l'effort, s'affaissa sur le sol, un golem de pierre d'une trentaine de centimètres de haut occupait un petit entonnoir formé par le sort magique. Le gigantesque monstre de pierre qui s'était approché avec l'intention d'écraser les créatures osant pénétrer son antre, resta un moment immobile, comme subjugué par la minuscule représentation de lui-même apparue à ses pieds. Dans un crissement de roches s'entrechoquant, l'imposante montagne vivante s'agenouilla et posa ses larges mains aux doigts de pierre sur le sol dans une secousse digne d'un tremblement de terre. Wally, qui reprenait lentement ses esprits, se remit à genoux et commença par sa volonté à animer le personnage qu'elle venait de créer. « Oh, bon sang, pensa-t-elle, c'est le plus gros que j'ai jamais créé, il est super !»« Danse, petit homme de pierre !» lui ordonna-t-elle en pensée, en tremblant d'excitation. Pendant que la druide, dont l'émotion avait noyé les yeux de larmes, occupait le golem de pierre en faisant se dandiner de façon comique sa dernière création, Lougar se débattait avec ses parchemins. Éoliel, qui avait planté ses flèches partout sauf dans la tige du nénuphar dément, avait fini par lui balancer son arc en hurlant des grossièretés tellement abominables que Lougar en laissa tomber sa paperasse les yeux exorbités. Après ce déferlement d'horreur verbale, l'elfe bondit à une vitesse ahurissante autour de l'effrayant végétal qui venait de laisser 3 de ses compagnons pour morts. Pendant que la plante se contorsionnait frénétiquement pour essayer d'attraper cette créature agile qui bondissait autour d'elle, Lougar finit par mettre la main sur un parchemin de Phygéastatus. Ce puissant sort, conçu par Rubert le Colosse lui-même, se montra à la hauteur de la réputation de son créateur. En effet, à peine la voix de Lougar en eut-il prononcé les derniers mots, qu'il sentit palpiter au creux de sa main une puissance magique considérable. Jamais auparavant le sorcier nécromant n'avait ressenti une telle énergie, une telle exaltation. Le déferlement de sensations qui envahissait son esprit marqua un tournant dans son existence. Un sourire carnassier se figea sur son visage et dans ses yeux gris acier, qui à cet instant auraient fait trembler les genoux d'un minotaure en rut. Lougar libéra une formidable onde de magie qui vint percuter la tige ensorcelée. Celle-ci se figea instantanément, décrivant au-dessus du chemin une majestueuse arche de granit dont les myriades de minuscules cristaux illuminés par le soleil planèrent un moment dans un silence absolu. Éoliel et Lougar, le cœur battant à tout rompre, mirent un moment à reprendre leur souffle. L'image de rêve qui s'offrait à eux se dissipa au moment où leur regard tomba sur les corps inanimés de leurs compagnons exsangues. Éoliel fut la première à réagir et se rua littéralement sur eux en hurlant de désespoir. Lougar, qui venait de la rejoindre, la rassura aussitôt. « T'inquiète pas, on a des points de destin, on va les tirer de là. Je te montre comment il faut faire. Par contre, ça va les ramener à la vie, mais pas les guérir pour autant. Ils auront sérieusement besoin de toi ensuite. » Lougar, qui visiblement n'avait pas passé toutes ses années d'études de sorcellerie à roupiller, posa sa main droite sur le front de Stirlord. Éoliel posa la gauche sur le front de Backlor, puis joignit la droite à l'autre main du sorcier, posée sur la tempe de Rohor. Les 3 corps sans vie, ainsi reliés à l'âme du nécromant, celui-ci débloqua les points de destin. Un halo de lumière suivit cette chaîne humaine, et bientôt, après un léger sursaut, des tout-sautements et autres gargouillis marquèrent le retour à la vie des 3 corps malmenés. Pendant qu'Éoliel s'affairait déjà sur ses patients, Lougar, assez fier de lui, partit en titubant retrouver Wally. Il resta interdit devant le spectacle inédit qui se jouait devant lui. La druide semblait contrôler un petit golem de pierre qui se dandinait de façon grotesque, devant un monstre du même type, 20 fois plus gros, assis par terre comme un gros bébé, les jambes tendues écartées et les mains au sol. « Faut se tirer d'ici, ça va pas durer éternellement » l'avertit Wally en se relevant. « Je crois bien que les 3 bourrins vont pas pouvoir bouger tout seuls, et vu leur poids, il va falloir ruser. Je vais utiliser un Scroll of Portal. Ce portail de téléportation apparaîtra juste au-dessus d'eux. On n'aura qu'à le prendre et on devrait arriver tous les 6 au même endroit. » « Ouais, mais il met où ce portail ? J'en ai pas la moindre idée, mais on n'a pas trop le choix de toute façon, et moi j'ai pas envie de continuer sur ce chemin de cinglé. »